Bon, alors aujourd'hui, on va parler des conséquences de la crise sanitaire du Covid-19 sur le système de l'asile. On est avec Aude aujourd'hui, hein, tu milites à Solidarité dans divers mouvements de terrain de défense du droit d'asile comme Stop Exclusion ou Solidarité TAT depuis assez longtemps. Merci d'avoir accepté cet entretien. Bah, c'est rien. En Suisse ou à l'étranger, le Covid-19 a aussi largement touché le domaine de l'asile. En Europe, on a l'Italie qui a décidé de ne plus enregistrer les demandes d'asile au vu de l'état de crise du pays. Le Portugal régularise par contre temporairement les personnes requérantes d'asile et sans papier. Plusieurs États ont prononcé une suspension temporaire ou partielle en tout cas des auditions d'asile, et d'autres mesures touchent ce domaine. À l'image des frontières étatiques qui continuent de se dresser et de toutes les personnes laissées pour compte sur les chemins de la migration forcée, on a le sentiment que les personnes qui nécessitent refuge sont aujourd'hui dans une situation encore pire qu'avant la crise pandémique. En Suisse, le Conseil fédéral a pris des mesures le 1er avril. L'ordonnance Covid-19 Asile restera en vigueur jusqu'au 1er juillet. Dans son communiqué, il déclare que la protection contre les infections au coronavirus a la priorité absolue. En même temps, il s'agit de garantir que les fonctions essentielles du système de l'asile soient maintenues et que les procédures d'asile ou de renvoi continuent d'être menées. Aude, déjà, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler ce qu'est l'asile? Oui, c'est vrai qu'il faut bien repartir des fondamentaux. Donc l'asile ou plutôt le droit d'asile, c'est le droit de toutes les personnes de trouver refuge face à des menaces, ou des persécutions. C'est un droit qui a été ancré en 1948 dans la Déclaration des droits de l'homme, qui a été repris en 1951 dans les conventions de Genève. Donc c'est vraiment un droit qui a des dizaines d'années, hem et en conséquence, dans les différents États, en Suisse, une loi de l'asile a été mise en place pour garantir ce droit. Le problème, ce qu'on dénonce actuellement en Suisse, c'est que depuis, sa première mise en place, successivement, à chaque réforme, ce droit a été restreint au lieu d'être maintenu et garanti. Donc à l'heure actuelle, au lieu de parler d'une garantie de droit d'asile en Suisse, pour être honnête, on devrait parler, des moyens que la Suisse a mis en place pour bloquer l'asile, aux personnes qui viennent le demander. On est plus face à des barrières de protection que la Suisse met en place au travers de cette loi sur l'asile, que d'une réelle protection des personnes comme elles en ont le droit de l'attendre. D'accord, mais du coup, est-ce que tu peux peut-être aussi nous rappeler concrètement les principales mesures du Conseil fédéral qu'il a pu développer le 1er avril dans le domaine de l'asile? Alors cette ordonnance, liée au coronavirus, a principalement, 3 axes, que je vais vous rappeler. Mais très globalement, il faut comprendre que c'est essentiellement de la poudre aux yeux, ce qui a été édicté à cette occasion. Tout d'abord, il a été, indiqué que, la Confédération se donnait le droit d'utiliser tous les bâtiments civils et militaires, que la Confédération possède ou qu'elle loue, afin de loger, d'héberger les personnes en exil, selon les mesures préconisées, les mesures sanitaires, que la Confédération elle-même préconise. Bon, c'est bien, c'est la moindre des choses, c'est ce dont on aurait dû s'attendre depuis le début. Bon, on trouve ça cette première mesure est en tout cas pas à critiquer, mais on regrette qu'elle ait mis autant de temps à être, mise en place. 1er avril, c'est donc près de 2-3 semaines après, les premières mesures, édictées, comme la fermeture des écoles. L'autre axe qui pose nettement plus problème, de cette ordonnance, c'est la levée de l'obligation de présence, d'un représentant légal au moment, de la procédure de l'asile, donc par exemple lors des auditions. Et ça, c'est donc, une attaque, concrète contre, le droit fondamental de toute personne, d'avoir un soutien juridique à tous les moments de sa procédure et notamment lors des interviews, où un contrôle de son représentant légal est le minimum qu'on puisse offrir aux personnes, en exil. Le problème en plus qui s'ajoute à ça, c'est qu'au cours de la réforme de l'asile qui a eu lieu en mars 2019, c'était le seul, unique et faible avantage que le Conseil fédéral mettait en avant pour justifier cette réforme de l'asile. Donc même cette petite chose qui avait été octroyée, cette garantie d'avoir un secours juridique, un appui juridique à tous les moments de la procédure, a été réduit, a été drastiquement attaqué sous prétexte de cette crise sanitaire. Euh, on peut revenir dessus, plus tard, mais la principale question qu'on se pose tout de suite, c'est: pourquoi ce maintien des procédures? C'est quelque chose qui ne permet pas de garantir à l'heure actuelle, le droit de toutes les personnes. Le troisième aspect donc de cette, ordonnance, c'est la prolongation des délais de recours, lors des procédures et puis des délais de renvoi.
Faut savoir que justement lors de la mise en place de cette réforme de l'asile il y a 1 an, ces délais de recours, donc le temps, lors d'une décision négative que, la personne a devant lui pour réagir, pour répondre, pour s'y opposer si besoin, est de 7 jours. Il avait été passé de 30 jours à 7 jours en mars 2019 avec la réforme. Et là, ce que le Conseil fédéral a annoncé, c'est uniquement un petit retour en arrière à ces 30 jours. Donc en fait, rien de bien nouveau. Et puis surtout, fondamentalement, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 30 jours pour faire recours? Il faut savoir que quand on fait recours à une décision, par exemple négative, du secrétariat d'État aux migrations, du SEM, euh, les principaux documents sur lesquels on va se baser pour établir un recours juridique, ça va être les attestations médicales. À l'heure actuelle, de crise sanitaire qu'on connaît, où on sait la mise sous pression de tout le personnel médical dans le pays, s'attendre à ce que juridiquement et administrativement, pour défendre des recours, on puisse demander du temps à des médecins qui sont déjà par ailleurs pas mal occupés, c'est complètement absurde et le contraire de la logique face aux autres mesures sanitaires que le Conseil fédéral a mis en place dans ce pays. D'accord, mais si j'ai bien compris, il y a quand même des mesures sanitaires supplémentaires qui ont été prises, hein, puis les directives de l'OFSP valent aussi pour tout le monde en Suisse. Mais du coup, bah, concrètement, c'est quoi ce qui est constaté sur le terrain, hein, dans les centres? Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer où vivent les personnes requérantes d'asile, dans quelles conditions? Oui, donc la mesure de réquisition des bâtiments, par exemple, effectivement, est cohérente puisque ce qu'on dénonce depuis le début de cette crise, quand je dis on, je parle des associations de terrain, c'est des situations sanitaires catastrophiques dans les centres fédéraux. Euh, Pas uniquement. Donc il faut savoir qu'il y a 2 lieux où les personnes se retrouvent dans l'asile. Durant les 140 premiers jours d'arrivée, ils se retrouvent enfermés dans des centres fédéraux, dans des différents centres situés dans différents cantons, dans lesquels ils sont enfermés jusqu'à soit acceptation de leur dossier, soit la fin de ces 140 jours. Et à partir de là, ils trouvent un hébergement dans les cantons. Ils sont attribués aux cantons. Pour ce qui est de la situation dans les cantons, la situation est très différente d'un canton à l'autre. Pour ce qui est de Genève, beaucoup a tenté d'être fait, mais il y a quand même, on constate des gros problèmes dans les foyers, notamment les foyers pour mineurs non accompagnés, et puis les foyers où les personnes dorment en dortoir. Donc là, on voit que les choses mises en place ne sont pas suffisantes. Il y a aussi beaucoup de problèmes, par exemple pour les jeunes, de continuer à suivre leur formation, d'avoir accès à des ordinateurs. Enfin, beaucoup de choses qui doivent être prises en main en termes quotidiens n'a pas été fait, en tout cas pas assez rapidement. Mais revenons peut-être aux centres fédéraux, qui est sans doute la situation la plus critique en Suisse. Ces centres fédéraux sont des lieux où des centaines de personnes cohabitent, donc pendant des jours, en étant semi-enfermés, c'est-à-dire qu'ils peuvent sortir, mais seulement durant certains horaires et en ayant expliqué pourquoi. Et puis où ils dorment dans des dortoirs qui vont souvent de 2, 4, 6 personnes, voire même jusqu'à 12 ou 15. Donc des dortoirs comme espace de vie pour la nuit. Et pour ce qui est des jours, on se retrouve avec des possibilités d'être dans des petites salles qui ne permettent pas du tout de respecter les distances entre ces centaines de personnes qui, assez légitimement, ont besoin quand même de sortir de leur chambre et d'aller en cuisine, d'aller dans des espaces de vie communs. Mais donc, elles se retrouvent à être soit contraintes de rester dans des chambres en côtoyant énormément de personnes, soit dans des espaces de lieux communs où les distances de sécurité ne sont pas du tout possibles d'être tenues. D'accord, donc effectivement, on note que les conditions sanitaires sont assez problématiques. Maintenant, le Conseil fédéral a rappelé plusieurs fois l'importance aussi de garantir le fonctionnement de l'état de droit, hein, de limiter du coup au maximum les secteurs affectés par un droit d'urgence pour que l'État puisse continuer à fonctionner, on va dire, de la manière la plus normale si on veut possible. Mais au fond, est-ce que c'est pas une bonne chose de vouloir maintenir ce système de l'asile? On pourrait se dire que c'est aussi une garantie, une possibilité de déposer une demande même en période pandémique, ou encore que ça permet aux personnes concernées d'obtenir un statut de réfugié, de ne pas devoir attendre la fin des mesures sanitaires urgentes. Est-ce que finalement, c'est pas un domaine d'urgence aussi, le domaine de l'asile, qui nécessite qu'on maintienne fonctionnelle sa procédure? Alors, ce qui est évident, c'est que les enregistrements doivent continuer. Personne n'a jamais remis ça en question. C'est-à-dire que le fait d'arriver en Suisse et de demander l'asile, et à partir du moment où vous la demandez, d'être pris en charge et de pouvoir loger dans des endroits décents qui respectent les mesures de sécurité,
Ça, c'est un droit évident qu'il faut maintenir à tout prix. C'est criminel de refuser l'asile à qui que ce soit. Donc, la moindre des choses, c'est évidemment de continuer à enregistrer les nouvelles arrivées. Et avec les fermetures de frontières qu'on connaît, ces nouvelles arrivées ne sont pas nombreuses. Donc, c'est en plus pas très compliqué d'appliquer ça. Ce qui est critiqué par contre, c'est le fait de maintenir les procédures d'asile. Maintenir les procédures d'asile à l'heure actuelle en Suisse, c'est en fait bien plus que d'accueillir et de permettre aux gens d'obtenir l'asile et d'obtenir un statut légal en Suisse, c'est en fait une manière de restreindre cet accès, de refuser l'asile et de renvoyer les personnes. C'est comme ça que la Suisse pratique depuis longtemps. Elle a mis en place un système qui, bien loin que de permettre d'octroyer l'asile, comme je vous disais avant, permet plutôt de le restreindre, de l'empêcher. Elle met en place des procédures longues, compliquées, donc qui découragent les gens, d'autant plus qu'ils sont logés pendant ces temps dans des conditions complètement indignes. Elle s'appuie sur des concepts d'état sûr ou d'autres lois qui lui permettent à tour de bras de dire que les personnes n'ont pas le droit à l'asile, puis de les renvoyer dans leur pays d'origine. Et elle s'appuie aussi sur le règlement Dublin, un règlement européen qui dit que le premier pays par lequel la personne est passée, est entrée, a été enregistrée, sera le pays qui doit traiter sa demande d'asile. Autrement dit, la Suisse étant au centre de l'Europe, elle peut sans autre, dans la plupart des cas, désigner un autre pays européen. En règle générale, c'est l'Italie qui est la plus touchée par cette procédure Dublin, pour dire que les personnes n'ont pas à être enregistrées, leur demande d'asile n'a pas à être établie ou évaluée par la Suisse, mais que ces personnes doivent être renvoyées dans ce premier pays européen de passage. Et donc, elle se sert de ce règlement ou de ces autres arguments pour soit effrayer les gens et les faire partir, soit les mettre dans des avions et les renvoyer. Ce système qu'elle a mis en place, peut-être que je vous donne quelques chiffres pour préciser les choses. En 2019, on a eu 18 000 demandes d'asile. Parmi ces 18 000 demandes d'asile, 70% ont été refusées. Donc, comme je vous dis, la plupart des réponses que le SEM donne à l'heure actuelle en Suisse, c'est des décisions négatives. Donc, maintenir les procédures d'asile à l'heure actuelle sous le coronavirus, ça veut dire se permettre de rendre énormément de décisions négatives, alors qu'en parallèle, comme je vous l'ai dit, les procédures de recours, les procédures de soutien juridique pour s'opposer à ces décisions, est lui beaucoup restreint. Donc on a en fait ouvert un boulevard pour que la Suisse donne des décisions négatives et que les personnes ne puissent pas s'y opposer. Voilà pourquoi on estime qu'il est important et même urgent à l'heure actuelle de stopper ces procédures d'asile, d'accueillir et dignement d'accueillir dans le respect des mesures sanitaires les personnes et d'attendre que le retour à la normale et le déroulement des choses dans leur cours habituel pour reprendre le suivi administratif des procédures d'asile. Alors, tu as déjà un peu abordé la prochaine question que je voulais te poser, hein, mais c'est parfait pour rebondir. Du coup, on a bien compris que l'asile, c'est aussi un devoir international. Tous les pays sont concernés, hein, même si c'est clair que c'est à des degrés assez divers quand on regarde la réalité sur le terrain, et notamment avec tes explications sur ces fameux cas Dublin. Maintenant, le Conseil fédéral a aussi dit qu'en maintenant une procédure d'asile fonctionnelle, elle fait que remplir ses engagements internationaux. Au fond, c'est comme si elle ne pouvait pas décider elle-même, en fait, de stopper ces procédures. Toi, t'en penses quoi? Je pense que c'est particulièrement hypocrite de la part de notre gouvernement d'utiliser ces termes-là. Le devoir international, par exemple, de la Suisse serait peut-être avant tout de s'intéresser à sa propre responsabilité dans les causes de départ de toutes ces personnes qui viennent demander l'asile. On le sait, les multinationales suisses font partie des causes de paupérisme énormes dans les pays du Sud. On sait la responsabilité de la vente d'armes dans les conflits des pays du Sud desquels ces personnes viennent. On sait la responsabilité de toute une partie de la Suisse et le gouvernement est parfaitement au courant. Donc, si on voulait vraiment agir pour aider les personnes en exil, les personnes qui sont contraintes de s'exiler, on commencerait par agir sur les causes de départ, je pense, avant tout. Ensuite, cette question de solidarité internationale ou de solidarité entre États européens fait aussi rigoler quand on sait comment la Suisse utilise Dublin à outrance depuis le début de ce règlement, bien plus que les autres pays. Les autres pays commencent enfin à rejoindre le taux de renvoi Dublin que la Suisse pratique depuis le début. Donc depuis très longtemps, la Suisse a su utiliser cette procédure pour
renvoyer toute une partie des gens et éviter de devoir les accueillir. Donc ça aussi, en termes de devoir de soutien international, on est plutôt dans l'ironie et dans l'hypocrisie la plus totale. Et enfin, si on peut parler de solidarité internationale, est-ce que vraiment le fait de renvoyer des personnes, y compris dans leur pays d'origine, c'est de la solidarité internationale quand on sait que la Suisse est quand même l'un des pays les plus riches au monde, qui a largement les moyens d'accueillir quelques dizaines de milliers de personnes de plus par année? Alors oui, tu le dis aussi, il y a la question des renvois est effectivement importante et en même temps, actuellement, c'est vrai qu'on fait face aussi avec cette crise sanitaire à beaucoup d'interdictions de vol. Mais maintenir les procédures d'asile, ça veut aussi dire maintenir les renvois. Il se passe quoi pour les gens du coup qui peuvent pas rentrer dans leur pays? Alors, on est là face à un problème qui en fait existe déjà en Suisse, je vais dire en dehors de la période de crise sanitaire qu'on connaît. La, la Suisse pratique la détention administrative, donc la détention de personnes sans jugement d'aucun tribunal, simplement pour des raisons administratives, en vue d'un renvoi. Et pour tout un certain nombre et elle pratique aussi, de fait, ce sont des personnes qui sont détenues administrativement, qui sont des personnes qu'on appelle déboutées. C'est-à-dire que la Suisse leur a refusé l'asile, leur a retiré tout droit de travailler, mais elle sait que le fait de renvoyer n'est pas si simple, n'est pas si facile. Pour tout un certain nombre de pays, le renvoi n'est tout simplement pas faisable. Je pense à l'Érythrée, qui n'a pas d'accord de réadmission. Mais des tas d'autres pays sont dans cette même situation. Donc à la fois la Suisse refuse l'asile, mais elle sait très bien que le renvoi n'est pas faisable par ailleurs, qu'il n'y aura pas de renvoi. Donc elle coince toute une série de personnes, enfin dans le cas de l'Érythrée, on peut même parler de dizaines de milliers de personnes, sans droit de travailler sur son territoire, avec uniquement comme espoir de végéter avec une aide d'urgence, donc le moins que le minimum vital de l'aide sociale, et d'attendre comme ça que les voies de renvoi s'ouvrent pour être renvoyés chez eux. Alors, sous la situation de coronavirus, cette situation s'est encore exacerbée puisqu'il y a, comme tu l'as dit, très peu de vols qui sont exécutés, peu de renvois. Euh, donc ça rend encore plus absurde cette situation. Il est évident que toute personne en détention administrative à l'heure actuelle doit être immédiatement sortie de cette situation, doit être relâchée et qu'elle doit pouvoir continuer à vivre dans les structures de l'asile habituelles. C'est absurde de faire croire qu'on pourra la renvoyer alors qu'on sait que ça n'est pas possible. Et là, j'aimerais juste ajouter dans le cadre des conditions de vie dans les centres fédéraux quelque chose que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Ça fait depuis le début du mois de mars qu'on sait que la plupart des renvois Dublin, en tout cas tous ceux vers l'Italie, sont suspendus. Or, le Conseil fédéral s'est bien gardé de l'annoncer aux personnes concernées, aux personnes menacées de ces renvois Dublin. Donc, dans les centres fédéraux, qui servent aussi de lieu de détention administrative d'ailleurs, des tas de personnes continuent encore à aller se coucher la peur au ventre de se faire renvoyer le lendemain matin, alors même que la situation ne rend pas les renvois possibles. Donc, on voit aussi l'extrémité que le manque d'information, le manque de transmission d'informations peut créer pour les personnes au quotidien. Mais du coup, c'est quoi qu'il faudrait pour ces personnes comme mesure? Alors, pour moi, la chose la plus évidente, c'est que maintenant, il faut cesser avec ce système de centres fédéraux. Ça ne va pas, ça ne va pas depuis le début. La crise le montre, puisque les conditions qu'on offre de vie ne sont pas du tout adéquates avec ce qu'on exige du reste de la population qui habite en Suisse. Mais surtout, c'est une situation qui coupe complètement le lien social entre la population suisse et les populations en exil. C'est le but d'ailleurs, hein, avoué et complet, qui rend très difficile toute possibilité de faire des recours, de trouver un soutien, de recevoir des attestations médicales, par exemple. L'accès à la santé et l'accès aux attestations médicales par les juristes, par les mandataires officiels des personnes en exil est quasi impossible, est bloqué par le SEM lui-même, est rendu très difficile. Donc c'est vraiment une réforme de l'asile qui est contraire à une avancée dans le respect des droits des personnes en exil. C'est vraiment, depuis le début, on dénonce cette réforme de l'asile. Je pense que les dernières semaines ont montré à quel point on pouvait tomber dans l'absurde. Et là maintenant, il est urgent de faire machine arrière et de sortir, de revenir en arrière avec un accueil dans les cantons,
avec un accueil dans des structures petites et à taille humaine, et pas dans des grands centres de centaines de personnes, et avec un accès réel à un soutien juridique. D'accord, merci beaucoup d'avoir parlé beaucoup de la question de la Suisse, hein. Maintenant, on va peut-être prendre un peu plus de recul et voir finalement aussi ce qui se passe autre part en Europe. Notamment, on était beaucoup à voir les images, à lire le quotidien de dizaines de milliers de personnes qui semblent être complètement oubliées sur les îles grecques, à la frontière, mais de manière générale sur les routes de la migration en Europe. On sait que l'Italie a arrêté d'enregistrer les demandes d'asile, son système étant déjà à saturation. On a aussi vu les images terrifiantes aux frontières de la Grèce et de la Turquie, dans les eaux partagées notamment, avec le renforcement de la présence policière et des contrôles aux frontières. C'est vraiment un contexte ultra sécuritaire et hostile qui limite encore plus les déplacements au sein du territoire européen. Est-ce qu'on peut dire que les risques lors d'une migration forcée ont empiré avec la crise du Covid-19 et comment? Je crois qu'on peut dire ça, mais il faut pas imaginer que les conditions avant n'étaient pas déjà assez terribles. Ça fait depuis longtemps qu'on dénonce les conditions de vie dans les hotspots, dans ces centres fermés aux frontières de l'Europe, qui est en Grèce ou en Italie. Ça fait très longtemps qu'on dénonce la criminalisation des migrants et la manière dont on les traite. Et puis la barrière meurtrière que représente la Méditerranée et la fermeture de l'Europe forteresse. Donc les politiques de l'Europe ont toujours été terribles face à l'arrivée de ces personnes migrantes qui, comme je l'ai déjà dit, fuient une situation de misère ou de guerre dont l'Europe elle-même est en grande partie responsable. Mais c'est vrai que sous la situation de coronavirus, on se retrouve dans une situation particulière. On a des dizaines de milliers de personnes enfermées dans ces camps, dans ces hotspots, sur les îles grecques, on l'a beaucoup entendu, à Lesbos, Chios et ailleurs, des personnes qui ont déjà, en temps normal, aucun accès quasiment à la santé. À l'heure actuelle, il n'y a aucun moyen de leur garantir le moindre soutien si jamais elles se retrouvaient contaminées par la crise du coronavirus. C'est pas elles qui l'amènent, ce virus. C'est ici qu'elles l'attrapent, quand elles arrivent en Europe. Donc, on se retrouve à avoir des dizaines de milliers de personnes à risque. Et clairement, la stratégie, à l'inverse de ce qui a été développé en Suisse, en France, en Italie, qui a été de préserver un maximum la population en mettant des mesures de sécurité, pour elles, il n'y aura rien du tout. Pour elles, ce sera on laisse passer l'immunité, on laisse passer le virus jusqu'à ce qu'une immunité de population se mette en place et on verra bien qui a survécu à ce moment-là. C'est une situation absolument critique et je pense qu'on a un devoir de soutien immédiat en offrant un accueil le plus rapidement possible à toutes ces personnes. Pour ce qui est de la Grèce, par exemple, il faudrait mettre à disposition tous les bateaux de croisière qu'on n'utilise pas à l'heure actuelle, ouvrir tous les logements de tourisme qu'on n'utilise pas et qui ne seront probablement pas utilisés ces prochaines semaines, prochains mois, et accueillir dans des espaces séparés et dans des endroits qui permettent de garder des distances minimum toutes ces personnes. Et ça, c'est urgentissime. C'est maintenant tout de suite qu'il faut le faire. Et de la part de la Suisse, ce serait urgent d'accueillir un contingent décent, un nombre de personnes, je veux dire, on parle au moins de 5000 personnes, mais au moins de faire cet effort-là, d'aller chercher ces personnes et de les accueillir ici, alors qu'elles sont encore saines et qu'on peut encore les préserver de cette crise. Et puis peut-être rappeler qu'il n'y a pas que ces endroits-là, il y a aussi le reste du pourtour de la Méditerranée. On sait qu'à l'heure actuelle, les migrants qui traversent avec des canaux de sauvetage, la Libye refuse de les reprendre si elles se trouvent en danger et qu'elles sont récupérées par un bateau libyen. Donc, uniquement les bateaux de sauvetage des ONG récupèrent encore des personnes en mer et elles ne savent plus où les amener. On se retrouve de nouveau dans cette situation, on ne sait plus où accoster. L'Italie a fermé ses ports, la Libye refuse de reprendre tout le monde, Malte refuse, on ne sait plus où ces personnes vont pouvoir accoster. Donc ça aussi, on a un devoir de soutien international urgent et d'ouvrir nos portes et d'accueillir toutes ces personnes immédiatement. Et du coup, on doit attendre quoi et de qui? Ah, on devrait attendre beaucoup de choses de beaucoup de monde, disons le soutien, l'Europe forteresse, l'Europe qui refuse de montrer le moindre effort face au génocide qui se déroule à ses portes, ça fait très longtemps qu'on le dénonce. Ça fait très longtemps que quelque chose devrait être fait, ça fait très longtemps que le règlement du Dublin devrait sauter et que quelque chose de digne de ce nom, d'une réelle possibilité d'accueil devrait être mis en place. On utilise le terme de crise migratoire depuis des années, mais il n'y a jamais eu de crise. On n'a jamais eu énormément. On n'a jamais eu plus de 40 000 personnes qui sont arrivées en Suisse
par année. C'est un chiffre dérisoire, c'est un chiffre qui est moindre que ce qu'il y avait à la fin des années 90, au moment de la crise du Kosovo, de la guerre du Kosovo. Donc on est vraiment dans une situation où on a les moyens d'accueillir. Et c'est un choix de faire de cette arrivée de personnes une crise, entre guillemets. C'est un choix des politiques européennes de ne pas ouvrir leurs portes et de ne pas mettre en place des moyens dignes d'accueillir les gens. Donc ce qui est urgent de faire, c'est de changer cette politique immédiatement, de changer la manière d'accueillir, d'offrir des permis, de prendre en charge les personnes, de leur donner le droit de travailler, de s'établir où elles le souhaitent. Et très rapidement, on arrêtera complètement de parler du terme de crise qui en fait jamais existé en réalité. D'accord, merci Aude. On va bientôt terminer cet entretien. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter? Ben, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses sur les thématiques de l'asile. Peut-être ce qui serait bien de préciser pour remettre un peu le cadre général, c'est que j'ai parlé là beaucoup de la question de l'asile, donc des déplacements de personnes dans le cadre de l'asile. Il y a d'autres déplacements de personnes qui méritent aussi d'être pris en compte, en particulier à l'heure du coronavirus. Je dirais par exemple en premier la question des sans-papiers, qui sont donc sans statut légal en Suisse et qui, par exemple, à qui on doit garantir, par exemple, la confidentialité totale si elles souhaitent se rendre dans un centre de santé ou dans un hôpital parce qu'elles ressentent des symptômes, parce qu'elles ont besoin de se faire soigner. Sinon, par crainte de se faire renvoyer, par crainte d'être découverte et d'avoir des sanctions, elles risquent de jamais oser aller se faire soigner. Donc il y a de telles mesures qui devraient être mises en place pour garantir, pour préserver on évalue entre 50 000 et 100 000 personnes sans papier en Suisse qui méritent tout autant que les autres d'avoir des mesures de soutien dans la période de cette crise sanitaire. Et puis l'autre aspect de la migration qu'on n'a pas du tout abordé, c'est la question de la migration économique, on va dire, la migration qui va de pair avec un permis de travail pour toutes les personnes européennes qui sont ici avec des permis C, des permis B, pour qui le renouvellement de ces permis, ou d'autres, il y en a des tas, dont toute une partie de ces permis doivent être renouvelés. Et à l'heure actuelle, la révision de la loi sur les étrangers et l'intégration a beaucoup durci les conditions de renouvellement de ces permis. Et une des conditions assez terribles, qui a été même catastrophique, qui a été ajoutée, c'est le fait d'avoir la capacité de subvenir à ses besoins. Ça veut dire que si vous êtes à l'aide sociale, votre permis ne vous sera pas renouvelé. Or, au moment du coronavirus, alors qu'on le sait, beaucoup des travaux précaires, beaucoup des petits travaux, de ces travaux payés à l'heure, mal payés, sans contrat, que vous pouvez perdre, qui sont très flexibles, qui sont particulièrement à risque d'avoir été coupés au moment de la crise du coronavirus, que plein de gens se retrouvent sans travail et donc nécessitent de demander une aide sociale ou une aide du chômage. Ça, c'est ce que nous, on fait quand on a des permis sans hésiter. Eh bien, elles, si elles le font, elles vont perdre leur permis. Donc, à l'heure actuelle, il est urgent de garantir le renouvellement des permis sans contrainte aucune, sans vérification, de leur garantir à toutes et tous la conservation de leur permis pendant à minima les prochains mois, voire la prochaine année, le temps que la situation économique revienne à la normale. D'accord, bah, merci beaucoup. On va terminer ici. Merci Aude du coup d'avoir accepté cet entretien et de nous avoir expliqué certaines des conséquences de la crise sanitaire Covid-19 sur le domaine de l'asile, mais aussi, comme tu le faisais remarquer juste à l'instant, sur les personnes sans papier, sur les personnes en cours de régularisation ou pas régularisées. Et merci. Bonne suite. Merci à toi.